Donc l'idée, c'était ne pas rentrer dans la technique, puisque il y a des orateurs qui vont passer après moi et qui vont abondamment parler de technique, donc je ne voulais pas vous assommer avec ça. Pas sur la ligo saucisse, pas tout de suite, c'est malvenu en général. Alors, vous savez que l'IBMI est probablement un des systèmes les plus sûrs du marché. Je le répète à chaque fois. Et on en est persuadé. Hein, donc moi, souvent, je le compare à une banque qu'on voit dans les films de James Bond, avec des miradors, des barbelés, des hommes en armes. Enfin, l'IBMI, c'est ça. Je parle du système, hein, de ce que nous apporte le système d'exploitation. L'IBMI, c'est ça. Ce que l'on observe chez nos clients, c'est plutôt ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de mirador, enfin, ou dans le mirador, il n'y a personne, il n'y a pas de barbelé, la porte est ouverte, et parfois, il y a même écrit « Servez-vous ». Pourquoi je dis ça? J'ai fait l'audit d'à peu près 350 partitions IBMI. Donc, je pense que statistiquement, mes chiffres commencent à être corrects. 80% des machines que j'ai auditées ont un niveau de sécurité catastrophique. S'il fallait donner une note de 0 à 20 ou 0 à 10, c'est la même chose, ça serait 0. Il faut bien penser qu'en sécurité, la note que l'on donne est la note de la plus mauvaise partie. Hein, parce qu'il suffit d'avoir un trou dans une composante de la sécurité, dans le réseau, dans la base de données, dans l'accès à l'IFS, pour parler IBMI, etc., pour que une personne mal intentionnée puisse profiter de ce trou de sécurité. Donc, 80% des 350 machines que j'ai auditées auraient un niveau 0 si on devait le noter. Ça sera intéressant de voir les autres intervenants, quelles sont leurs idées à ce sujet. Ils vont peut-être nous dire que c'est que les Français ou les machines que j'ai auditées, un peu au-delà de la France, qui sont comme ça, mais je pense que c'est quand même global. Et quand je vois l'intérêt que suscite Security, hein, pour déplacer 160 personnes, il faut bien qu'il y ait un intérêt. Donc, quand je vois cet intérêt, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de clients qui ont conscience que la sécurité des IBMI doit être renforcée. Donc, ce n'est pas le système qui est en cause, c'est la configuration que l'on en a fait par la suite. Bien. Bon, alors. Ah oui, c'est en dessous. Ouais. Bon, pour montrer que j'étais jeune et moderne, j'ai fait faire mes schémas à ChatGPT. Alors bon, on voit bien qu'ici, il manque un pan de mur, etc. Bon, enfin, ça c'est. Mais voilà. Et d'ailleurs, quand je lui ai demandé de me représenter une banque ouverte, il m'a dit ah non, je ne peux pas. Dans mes règles, je n'ai pas droit d'inciter à piller une banque. Donc, la première version qu'il m'a faite, il avait mis ici des bonbons, des caramels. Donc, j'ai réussi, après négociation, à lui faire mettre des documents et des dossiers, mais ça a été difficile. Je voulais mettre une base de données, il n'a pas voulu. Alors, les causes, on les connaît tous, dans le désordre. Mais il y a tout d'abord une méconnaissance des principes de la sécurité IBMI pour toutes les personnes qui font l'administration et le développement IBMI. Pas pour vous, bien sûr, puisque vous êtes là, vous allez apprendre tous ces principes si vous ne les connaissez déjà, mais c'est pour tous les autres. Méconnaissance des principes de sécurité de l'IBMI. Et quand on ne connaît pas, on ne peut pas configurer comme il faut. Et ça implique souvent ce que j'appelle une dérive de la configuration originelle. On voit parfois des éclairs de génie et des configurations qui semblaient correctes. Vous regardez ça, bravo, ça, impeccable. Et puis quand vous allez dans le fond, vous vous rendez compte qu'il y a dû y avoir un problème
et que, par exemple, tout le monde est administrateur de la sécurité. Tout le monde dispose de tous les droits sur la base de données. Alors, quand vous regardez la machine, vous regardez défaut de sécurité 0. Vous dites super, aucun défaut de sécurité de la machine. Enfin, c'est ce que je disais au début. Maintenant, ce que je sais, quand on a 0 défaut de sécurité, c'est qu'il n'y a pas de sécurité. Ça veut dire que tout le monde est administrateur, tout le monde est officier de sécurité et que les droits sur les objets sont illimités pour tout le monde. Donc ne pas avoir de défaut de sécurité, c'est pas bon signe. Alors, les problèmes sont souvent venus des développeurs et des éditeurs de logiciels. Non, pas les éditeurs de logiciels, il y en a dans la salle, mais enfin, ou tout du moins les autres, les mauvais. Et on retrouve des logiciels, y compris des logiciels bancaires sur lesquels il n'y a pas de sécurité. Quand on parle de logiciels bancaires, je parle du core banking. Il y a quelques banquiers dans la salle, enfin quand je dis banquier, personnes qui gèrent l'informatique de banque, ils comprennent ce que je veux dire quand je dis core banking. Bien, ces applications, la base de données, sont totalement non sécurisées. Ça fait partie de ceux qui ont 0, hein, s'il fallait les évaluer. Donc, éditeurs de logiciels, ils sont pas tous parfaits, disons. Et puis les développeurs, parce que souvent les développeurs, ont une problématique, c'est de répondre au métier, c'est pas de répondre à la sécurité. Et si on les fait pas développer dans un cadre sécurisé, bah, ils vont développer comme ils ont envie. Et puis, il faut dire qu'on a beaucoup d'applications qui sont anciennes, qui datent d'une époque où il n'y avait pas de réseau. Hein, le seul réseau, c'était du Twinax. Ou alors, il y avait du SNA. Il n'y avait pas de hacker, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de ransomware, et cetera. Donc, à l'époque, la sécurité, ce n'était pas un problème. La sécurité, elle était applicative. Quand vous rentriez dans l'application, vous n'aviez que les options de menu qui correspondent à ce que vous avez le droit de faire. Vous avez le droit de modifier le compte bancaire de quelqu'un, vous avez l'option 8 dans le menu qui va bien. Sinon, vous n'avez pas cette option de menu. Donc, les applications métiers géraient bien la sécurité dans l'application. Mais tout ce qui est externe n'a pas du tout de sécurité. Et ça n'a pas évolué. Voilà donc les principales causes, vous les connaissez aussi bien que moi, mais ça me paraissait important de les rappeler. Alors, quelques mots sur l'organisation de base de la sécurité IBMI. Je sais que vous connaissez tous ça par cœur, mais mon petit doigt me dit que c'est quand même pas mal d'y jeter un œil à nouveau. La base de tout, ce sont les valeurs système. Donc, on a des valeurs système qui conditionnent la sécurité globale de l'IBMI. Les valeurs système, c'est pas que pour la sécurité, hein, mais là, je suis dans le contexte de la sécurité. Donc, on a par exemple un gros interrupteur où on dit pas du tout, un peu, beaucoup, énormément de sécurité. C'est la valeur système Q-Security pour ceux qui connaissent, et ça m'intéresse de voir comment le Q-Security a été traduit. Ça lui pose problème? Non? Q-Security, excellent, excellent. Bien. Donc, en fonction de ça, vous définissez le niveau de sécurité. Je vous ai dit qu'il y avait des banques qui avaient un core banking qui était peu sécurisé. Il y a encore peu de temps, j'ai vu donc un organisme financier, une banque, qui avait un niveau de sécurité 20. C'est le plus petit niveau de sécurité qu'on pouvait mettre en place. Je crois qu'on ne peut plus le mettre 20 d'ailleurs, hein, il me semble, maintenant. Donc ça veut dire tout le monde a le droit de tout faire. Je ne vous parle pas d'il y a 30 ans. Je vous parle d'il y a quelques mois.
des fois que je me dis que ça serait bon de passer de l'autre côté, hein, du côté des méchants, du côté sombre. Bon, enfin. 2e composante essentielle de la sécurité, ce sont les profils utilisateurs. Chaque utilisateur va disposer de prérogatives et en fonction de ces prérogatives, il va pouvoir faire un certain nombre de choses. Il va pouvoir gérer de la sécurité ou pas. Il va pouvoir regarder les impressions de son collègue. Il va pouvoir gérer les travaux de ses collègues, etc. Donc, la définition des profils est très importante. Et je passe un temps important lors de mes audits de sécurité à faire ce que j'appelle une revue de profil. Et on essaye de comprendre les principaux défauts de la configuration des profils d'utilisateurs. On en verra un ou deux tout à l'heure qui, pour moi, qu'on ne peut laisser passer. Ensuite, chaque objet, chaque composant de l'IFS, chaque document, chaque dossier, possède sa propre sécurité. Et il dit qui a le droit de quoi faire avec l'objet lui-même ou avec les données de l'objet. Hein, on peut très bien avoir le droit de modifier un enregistrement de l'objet, si c'est un fichier base de données par exemple, mais il peut avoir interdiction de renommer ce fichier ou de le supprimer. Donc il y a toujours ces deux niveaux. À la fois pour la partie objet, tout ce qu'on va retrouver dans les bibliothèques pour simplifier, et puis à la fois dans la partie IFS, c'est-à-dire toute la partie arborescente qu'il y a sur vos IBMI. Alors, là se pose déjà une première question, c'est comment on va mettre en place de la sécurité alors qu'on a des milliers de profils d'utilisateurs. Certains dans la salle en avaient, je pense, pas loin de 10 000. Je ne sais pas s'il y en a qui ont plus, mais au moins, c'est l'ordre d'idée. Vous avez donc des milliers de profils d'utilisateurs. Vous avez des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'objets dans la base de données et dans l'IFS. On comprend qu'on ne peut pas, objet par objet, fichier par fichier, prendre tous les utilisateurs et dire lui, il a le droit de lire les données, lui, il a le droit de modifier les données. Donc, il va falloir trouver quelque chose de plus malin pour mettre en place la sécurité. Le premier niveau consiste à définir des profils de groupe. C'est-à-dire qu'on se rend compte que sur tous les utilisateurs qu'on a, surtout les utilisateurs métiers, on va avoir des groupes. On va avoir la comptabilité, on va avoir la gestion de production, on va avoir la paye. Je regarde en même temps si c'est traduit correctement. Oui, oui, ok. Et donc, on va rassembler ces utilisateurs par groupe. En gros, on va pouvoir créer des profils de groupe pour deux raisons. Soit une raison organisationnelle, soit pour la sécurité. Pour la sécurité, vous avez un bon exemple, c'est QPGMR. Quand vous embauchez, vous enrôlez un développeur, vous allez dire il appartient au groupe QPGMR. Et donc, il va hériter d'un certain nombre de pouvoirs, d'un certain nombre de droits, par le simple fait d'appartenir à ce groupe QPGMR. Il pourra lancer SEU, PDM, c'est juste pour le sourire hein, que je dis SEU, PDM. Hein. Vous savez que ces produits sont condamnés. Oui, bien. Pas grand enthousiasme. Vous allez me dire, ouais, mais nous, on n'est pas développeurs, on est des admins. D'accord. Bien. Donc, la première possibilité, la première organisation qu'on peut mettre en place, c'est la notion de profil de groupe. On rassemble donc des utilisateurs dans des groupes.
Ensuite, il faudrait avoir un peu le même principe pour des objets, c'est-à-dire être capable de protéger un certain nombre d'objets très facilement. L'idée, c'est par exemple, au niveau d'une bibliothèque, eh bien, de dire tous les fichiers de cette bibliothèque, toutes les tables de cette bibliothèque, je ne sais pas quel discours il faut que j'adopte, toutes les tables de cette bibliothèque, eh bien, je veux qu'elles soient protégées de la même manière. Pour ça, on va utiliser des listes d'autorisation. L'idéal est, dans les listes d'autorisation, d'utiliser des profils de groupe. Donc, j'ai déjà une sécurité qui est assez rationnelle. Je vais avoir des utilisateurs, par exemple, qui appartiennent à un groupe. Je vais l'appeler lecteur, hein, un groupe qui a le droit de lire la base de données. Je vais regarder si le terme lecteur est bien traduit. Oui. Et je vais dire le groupe des lecteurs, eh bien, il a le droit étoile use sur tous les objets d'une bibliothèque que je vais protéger par une commande. C'est rationnel, c'est efficace, c'est rapide. Une commande pour protéger les 10 000 tables d'une bibliothèque. J'aurais mis ici un groupe qui va être capable de faire de la lecture, un groupe qui va faire de la modification des données, et pour tout le reste, exclude. Pour moi, c'est non négociable. Tout le reste, on appelle ça public dans notre jargon. Public, c'est étoile exclude. Par défaut, c'est interdit. Si on ne t'a pas donné le droit explicitement, tu n'as pas le droit de toucher à cet objet. Donc, cette configuration peut paraître assez intéressante. Pour moi, elle a un gros inconvénient. C'est que pour pouvoir travailler, par exemple, dans la gestion de production, pour pouvoir travailler, eh bien, il faut que les utilisateurs fassent partie du groupe Étoile Change parce qu'ils vont être amenés à modifier les fichiers de la base de données. C'est l'objet de leur job. Il faut bien qu'ils puissent créer une commande, qu'ils puissent modifier une commande existante, etc. Jusque-là, ça paraît tout à fait normal. Moi, je n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que le fait que l'utilisateur ou que tous ces utilisateurs soient un groupe qui ait des droits étoile change donne à tous les utilisateurs de ce groupe des droits permanents. Permanent, ça veut dire que même s'ils sont en dehors de l'application métier, qui est bien cadrée, qui ne donne que les options de menu qui correspondent au métier de la personne. Donc, en dehors de ça, avec ce droit étoile change, ce droit permanent, on peut faire du SQL pour modifier la base de données. On peut faire du FTP, on peut faire je ne sais quoi encore. OK? Et moi, je suis contre les droits permanents. Les droits permanents des utilisateurs, c'est étoile exclude. Vous l'avez compris. Alors, comment on va faire pour avoir des utilisateurs qui ne font pas partie d'un groupe qui permet de modifier les données, mais que cet utilisateur puisse quand même exécuter son métier, c'est-à-dire créer une commande, modifier une commande, etc. Et c'est là qu'il y a le principe génial, et pour moi, il n'y a pas de possibilité de mise en place de la sécurité, tout du moins quand on parle de la protection des objets, de la base de données, il n'y a pas de possibilité sans passer par là. On hérite de programmes, de milliers de programmes qui ont été écrits sans problématique de sécurité. On a des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de fichiers, de documents, etc., qui n'ont aucune notion de sécurité. Comment vous voulez mettre en place de la sécurité efficace
avec des utilisateurs qui ne disposent pas de droits permanents. Vous vous souvenez, c'est mon obsession. J'en ai quelques-unes. Celle-là, j'ai le droit de vous la donner. Vous en aurez d'autres. Pas de droit permanent. Donc, le seul moyen, c'est ce que l'on appelle l'adoption de droit. Vous verrez aussi le terme de délégation de droit en français. L'idée est la suivante. Pendant l'exécution du programme, on vérifie aussi les droits du propriétaire du programme. Si on est bien organisé, le propriétaire du programme, il est aussi propriétaire de la base de données. Il n'a aucune prérogative supplémentaire. Il est là que pour porter la propriété des objets. Donc, vous avez un programme qui appartient à un profil auquel appartient toute la base de données. Quand vous avez mis en place la délégation de droit, tout ce qui va s'exécuter va aussi s'exécuter avec les droits du propriétaire du programme. Vous me suivez? Tant que vous êtes dans le programme, vous avez tous les droits puisque vous êtes propriétaire de toute la base de données, en quelque sorte. Et dès que vous sortez du programme, vous n'avez plus aucun droit. Et c'est bien mon obsession, c'est bien ce qui corrige mon obsession, pas de droit permanent sur la base de données. Et sur l'IFS, on ne parle pas de l'IFS, on parle que de la base de données. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai les contrôleurs de gestion, il faut qu'en dehors de l'application, ils puissent faire du SQL. J'ai des comptes de service qui doivent faire en dehors de l'application de l'ODBC, du JDBC, etc. Et à ce moment-là, on va les faire appartenir à un groupe qui, lui, a des droits permanents. Mais juste les droits permanents qu'il faut. Le contrôleur de gestion, il a besoin de faire que du select. Donc, on va lui donner un droit étoile use, c'est tout. Le logiciel type ETL, je ne sais pas comment ça va être traduit, qui vient lire les données de la base de données pour mettre à jour un infocentre, un data warehouse, lui, il fait que de la lecture. Quand vous regardez tous ces comptes de service aujourd'hui, ils sont all OBJ en général, c'est-à-dire qu'ils ont accès à tout. Ça, c'est pas bon du tout. C'est une de mes deuxièmes obsessions. Chasser les droits all OBJ des profils d'utilisateurs. Il n'y en a que quelques-uns, une poignée d'utilisateurs qui doivent être all OBJ chez vous. Je parle d'utilisateurs physiques, hein. Il n'y en a qu'une poignée. Donc voilà cette notion d'adoption de droit. J'en ai mis en place, je ne compte plus combien, y compris, on l'a fait en début d'année pour un grand constructeur automobile. Grand. Et ça marche parfaitement. On a fait ça en 2 heures le dimanche matin. Il m'avait bloqué mon lundi parce qu'il s'est dit si jamais il y a un problème, il ne m'a même pas appelé le lundi. Bon, bien sûr, on l'avait testé sur une machine de test, puis sur une machine de recette, puis sur une pré-prod. On avait tout scripté, on avait tout automatisé. Le plus long, le dimanche matin, ça a été de faire l'option 21. On ne sait jamais, hein. J'ai beau raconter des choses, après, peut y avoir des soucis. D'accord pour ça? Alors bien sûr, la sécurité, c'est encore tout un tas d'autres choses autour, hein. C'est pas que ça. L'authentification, la sécurité physique, le réseau, la traçabilité, on en reparlera, et puis la journalisation, et cetera, et cetera. Alors, pour bien comprendre la suite, je finis à 15h ou 15h30? Je finis à 15h. Bien, excusez-moi. Guy, tu voulais pas parler? Bien. Alors, pour bien comprendre l'importance des composantes de la sécurité, je vous propose de voir comment se déroule une attaque, en sachant qu'en 2024-2025, ça c'est important,
il y a eu une forte recrudescence des attaques utilisant des informations d'identification valides. Ça veut dire quoi? Ils avaient le profil et le mot de passe. Et à partir de ce moment-là, c'est très difficile d'arrêter quelqu'un qui a une authentification valide, le bon profil, le bon mot de passe. Et on a le vol de données qui est en forte progression. Les années précédentes, les personnes mal intentionnées essayaient de bloquer tout le réseau et essayaient d'avoir une rançon en échange. Maintenant, ils récupèrent les données, ils les vendent sur le dark web, c'est beaucoup plus facile, c'est moins risqué, c'est moins visible. Et puis vraiment à la fin, ils font éventuellement du cryptage, s'ils arrivent jusque-là. Pour info, c'est 10% du chiffre d'affaires annuel, la rançon demandée. C'est juste pour illustrer les choses. Alors, on disait, identification valide. Attention, au mot de passe par défaut, c'est-à-dire au mot de passe identique au profil. Les derniers audits que j'ai faits, c'était 400 profils qui avaient un mot de passe identique. Celui d'avant, 200 profils avec un mot de passe identique. Je ne vous dirai pas combien il y en avait dans la banque dont j'ai parlé tout à l'heure. Profil utilisateur A. Mot de passe A. Vous avez fait l'audit? Oui. Il y en a qui glissent sous la chaise là. Je ne regarde personne. Mais bah, c'est comme ça, je veux dire. Et c'est pas une critique, hein, c'est-à-dire c'est une constatation. Et on ne peut plus aujourd'hui continuer avec un niveau de sécurité de ce type. La valeur système QPWD-LVL doit être à 3 ou 4. Ça, c'est important. Sinon, on utilise bien sûr des mots de passe sur 10, mais des vieux encodages. Donc ça, c'est pas bon. Et attention aux comptes de service. Compte de service, souvent, le profil et le mot de passe sont enregistrés à distance, en clair, sur une machine que vous ne maîtrisez pas. Donc l'année dernière, j'avais fait une session sur la maîtrise des comptes de service. Alors, j'ai tiré ces 5 étapes, j'ai trouvé que c'était bien de l'IBM X-Force. Donc, vous savez, c'est la partie d'IBM qui s'occupe de la sécurité, on va dire. Donc, tout commence par un accès initial. Donc, on clique sur un lien sur lequel il ne fallait pas cliquer. On a reçu un email infecté. On a des brèches de sécurité. Alors, je repense à Log4j, qui était un problème qui a eu lieu il y a 4 ans. C'est celui qui vous a empêché de faire la fête à Noël il y a, je crois, 4 ans. Non, si vous faisiez de la sécurité à l'époque, vous devez comprendre. C'est une importante faille de sécurité qui a été constatée, qui était dans Java, sur la bibliothèque Log4j et qui permettait à une personne mal intentionnée de prendre la main sur un système distant. Pour ça, IBM a sorti un nouveau navigateur FORI. Vous avez tous vu qu'on a un nouveau navigateur FORI. Le vieux est sensible à Log4j. On en retrouve encore régulièrement. Dernier audit que j'ai fait il y a 1 mois, machine IBMI en V7R2. Il n'y avait pas encore la nouvelle version de navigateur FORI. Ben, ils peuvent très bien se faire attaquer par Log4j. Bien, donc appliquer les PTF, suivre les alertes de sécurité d'IBM. Donc on essaye sur le compte d'iGetIt, LinkedIn, de publier les annonces qui me paraissent pertinentes. Et j'essaye de les relier sur mon LinkedIn. Donc si vous êtes nos copains, soit sur iGetIt, soit sur mon compte, vous devez voir ces alertes de sécurité régulièrement. Donc, une fois que les personnes mal intentionnées ont pris la main sur une machine, ils vont renforcer cette machine en installant des produits qui vont nous permettre de se propager et de passer aux étapes suivantes. Donc, l'installation, ben, si le compte il est administrateur du poste, il pourra sans problème installer de nouveaux outils. S'il n'est pas administrateur, ça va limiter. Bon, et côté IBMI, autant éviter d'avoir des profils HoloBJ CKDM dont les mots de passe sont soit identiques au profil,
soit se promènent en clair sur les postes distincts. Troisième étape, c'est là où ça devient intéressant. Les mouvements latéraux. Le poste est bien installé, il y a les outils qui vont bien. Maintenant, il faut découvrir ce qu'il y a sur le réseau. Et c'est là que c'est très important de les arrêter. Parce que jusque-là, il n'y a pas de dégâts. Bon, ils ont pris la main sur un poste, il suffit de remettre le poste à zéro. Ça va, on va dire. Là, ils commencent à découvrir le réseau. Qu'est-ce qu'il y a comme machine et qu'est-ce qu'il y a comme logiciel, comme fonctionnalité sur cette machine. Et je ne sais pas si on aura le temps de montrer avec notre logiciel strict, on a un IBMI qui était 100% du temps sur Internet, qui a jusqu'à 100 000 attaques par jour. Et on peut voir toutes ces attaques. L'IBMI nous donne tout ce qu'il faut pour le voir. Avec strict, c'est encore mieux, vous imaginez bien. Bien, alors les protocoles concernés, Telnet, c'est souvent du VT, SSH, SFTP, NetServer et puis éventuellement le web quand il y a des failles dans le web. On l'a vu tout à l'heure avec Log4j, même si c'est du Java, mais disons que c'est du web au sens large. Bien, pour moi, j'ai mis la traçabilité des connexions est essentielle pour comprendre ce qui se passe. Si vous apercevez sur 3 IBMI qu'il y a eu 33 tentatives de connexion, sur des ports 80 alors qu'il n'y a pas de serveur web à l'écoute sur le port 80, vous pouvez vous poser des questions et aller voir ce qui se passe sur la machine d'origine. Bien, une fois que la découverte est faite, on a repéré qu'il y avait telle machine, qu'il y avait du partage de fichiers Windows, qu'il y avait du SQL, qu'il y avait du FTP. On va aspirer tout ce qu'on peut. Et là, l'IBMI est concerné, à la fois pour l'accès base de données, à DB2, et à la fois pour la partie IFS. Donc pour la partie IFS, c'est NetServer qui est visé. Donc avec la V7R5 qui a eu un renforcement de NetServer avec des listes d'autorisation, et il faut vraiment les utiliser si possible. Et bien sûr, mettre des droits dans l'IFS. Ça, c'est important. Sinon, tout ce qui est exposé par les partages peut se retrouver sur le dark web. Donc, il y a des listes d'autorisation en V7R5 très intéressants. Et bien sûr, vous avez bien compris que pour moi, les droits publics sur les dossiers de l'IFS et des documents, c'est comme pour la base de données, c'est public étoile exclu. Donc, il y a du FTP éventuellement si c'est en place chez vous. Et puis, ODBC, JDBC pour du SQL. Ça, c'est super simple. Hein. Select étoile from, j'appuie sur Entrée et je récupère tout. Si vous n'avez pas de sécurité en place, pas de traçabilité, vous ne savez même pas quand vous appliquez le fichier client, le fichier produit, le fichier tarif, etc. Donc là, l'IBMI est directement concerné. Il ne faut pas en arriver là. Hein. Il faut essayer de les arrêter avant, quand c'est possible, bien sûr. Donc la fuite des données, je vous l'ai dit, hein, c'est un réel problème, surtout pour nous qui avons le RGPD. S'il y a des données des fiches de paye, des factures qui sont à destination de personnes, on considère donc ces données comme des données à caractère personnel. S'il y a des fuites, vous risquez d'avoir une visite de l'organisme de tutelle qui est la CNIL. Bon, déjà, c'est pas très gai. Et si en plus la CNIL se rend compte que vous n'avez aucune politique RGPD en place, ça peut vous coûter très cher. Donc là, c'est la triple peine. Sans parler du fait de prévenir vos clients que toutes leurs données sont dans la nature, etc. C'est là. Et Norman, tu m'as pas montré? Bien. Bien, ben j'ai terminé. Écoutez.